Merci de votre attention, madame, monsieur. L'émotion encore vive, à fleur de peau, après le drame de Ouassem. 5 morts, un employé grièvement blessé. Les députés, pris de compassion, ont fait le déplacement ce jeudi du site. Le compte rendu en début de journal tout à l'heure. La Caisse nationale de sécurité sociale actualise ses bases de données. Des contrôles physiques sont lancés depuis ce matin. 35 000 pensionnaires sont concernés par cette opération. La troisième du genre, elle s'effectue chaque 5 ans pour plus de fiabilité. Vers la réduction du taux de mortalité infantile et néonatale, un rapport mené dans 71 centres de soins obstétrico-néonatal d'urgence de base nous dira plus tout à l'heure. Une restitution est en cours. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Écho tout d'abord de la présidence de la République. Le chef de l'État y a reçu le rapport d'activité de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. À l'occasion, Tafa Tabiou et ses collègues ont félicité le président Faure Gnassingbé, proclamé justement par la CENI vainqueur de la présidentielle du 25 avril dernier. Tafa Tabiou au micro de Adolphe Paca. C'est une délégation de la Commission électorale nationale indépendante CENI qui a sollicité et obtenu cette audience pour 2 points. Remettre officiellement au chef de l'État le rapport d'activité de la CENI tel que nous le recommande le code électoral en ses articles 20 et 107, ce que nous avons fait. Et ensuite le féliciter pour sa brillante réélection. Nous avons profité pour lui présenter les grandes articulations du code électoral qui se terminent par un certain nombre de recommandations que la CENI a faites, d'une part au gouvernement, puis en direction des partis politiques, des organisations de la société civile et aussi des partenaires techniques et financiers du Togo. Pour ce qui concerne les recommandations au gouvernement, elles tournent essentiellement sur la composition et le fonctionnement de la CENI. Fonctionnement en tant qu'institution de la République, mais fonctionnement en tant qu'un organisme qui doit vivre. Voilà très succinctement ce de quoi il s'est agi au cours de cette audience. Le chef de l'État nous a fait l'honneur de nous accorder une oreille très attentive et nous repartons très satisfaits. Voilà la déclaration de Tafa Tabiou au sortir de cette audience accordée donc cet après-midi par le chef de l'État, la CENI. L'émotion, nous le disions au sommaire, encore vive. 2 jours après le drame de Ouassem, 5 employés ont perdu la vie, un grièvement blessé. Pris de compassion, et bien des députés sont allés apporter du réconfort sur place à Tablik pour le récit et des Psosoko. Un silence absolu ici, dans l'usine de production du ciment Ouassem, 2 jours après l'accident de travail qui a coûté la vie à 5 employés et a fait un brûlé grave de 3e degré. Cette délégation des élus du peuple s'est rendue sur place pour savoir et comprendre les circonstances dans lesquelles le drame s'est produit et s'assurer que des mesures idoines sont envisagées pour éviter que cette situation ne se reproduise. Au nom du président de l'Assemblée nationale, Daman Dramani, les députés présents ont apporté leur compassion aux familles éplorées, au personnel de West African Cement et ont souhaité prompte guérison aux blessés transférés au CHU Sylvanus Olympio pour des soins intensifs. Tout était parti de l'explosion de cette citerne à fioul au moment même où s'effectuent des travaux d'entretien. C'est selon le directeur administratif. We have requested the delegation of the parliamentarians que nous souhaitons mettre en place un comité ad hoc de crise qui se penchera sur cette situation. Comment faire en quelque sorte que l'on puisse, à la reprise on puisse éviter de pareilles choses dans le futur et comment mettre la sécurité actuellement pour pouvoir redémarrer dans des conditions qui ne souffriraient plus d'un quelconque hasard. Notre intention est de pouvoir trouver du travail à l'un des membres des familles de ceux qui sont morts.
2 jours d'arrêt de travail ont été décrétés par le staff à compter du 1er juillet en mémoire des victimes. Les députés ont souhaité que le délai soit prolongé afin de donner le temps nécessaire pour le nettoyage du fioul qui coule toujours de la citerne éventrée. Nous avons préconisé, nous avons souhaité que la reprise du travail puisse se faire très progressivement, histoire dans un premier temps de ne pas faire en sorte que la tension qui est latente s'exacerbe, mais aussi de sécuriser davantage le site pour qu'on soit à l'abri d'une nouvelle crise. Dans un second temps, nous avons insisté auprès de la direction de WASEM afin que le seul blessé qui ait encore la vie sauve, que des dispositions appropriées soient prises pour qu'il recouvre l'entièreté de sa santé. On nous a dit qu'il s'agit d'un grand brûlé, alors nous avons insisté qu'au besoin, il soit évacué à l'extérieur afin que des soins les plus appropriés lui soient portés. En troisième recommandation, nous avons dit, comme vous le savez tous, vous savez en Afrique, enfin comme ailleurs, un employé est une source financière pour parfois une dizaine de personnes. Et donc les 5 employés qui ont perdu leur vie, parmi ceux-ci, il y a 4 qui sont des Togolais. Donc bien entendu, il est question de voir comment la société va assister les familles éplorées pour l'organisation des obsèques. Mais avant même les obsèques, il faut déjà qu'une manne financière soit mise à la disposition des familles pour déjà faire face au manque d'approvisionnement financier que représente la disparition de ces employés. Juste après l'événement douloureux, une tension sociale s'est produite, non sans conséquences. Les députés appellent au calme et demandent à la population d'espérer les résultats de l'enquête ouverte par le parquet d'instance auprès du tribunal de Tabligbo. Et ce drame à Ouassem vient rappeler les risques tous les jours encourus sur nos lieux de travail, dans les entreprises. Que fait-on pour prévenir ces éventuels accidents? C'est l'enquête de cette édition, enquête signée Rachel Aoukou. Toute entreprise poursuit un objectif de rentabilité. Cette ambition se traduit par une multiplication des tâches et donc une main-d'œuvre importante. Ce qui pose la question de la gestion et de la prise en charge des salariés. Et le plus souvent, l'accent est mis sur les conditions de travail et les mesures de prévention des risques afin d'assurer la sécurité, la santé physique et mentale des employés. La Caisse nationale de sécurité sociale se charge de contrôler ce mécanisme au sein des entreprises. Il s'agit, par exemple, de la surveillance du milieu de travail, ce qui consiste en des visites. Ces visites peuvent être inopinées ou programmées et elles visent à s'assurer que les conditions de sécurité et de santé au travail sont respectées par les entreprises, c'est-à-dire que les travailleurs travaillent dans des conditions qui garantissent leur bien-être au travail. Nous faisons l'évaluation des risques au travail qui constituent un outil essentiel pour aider l'employeur à élaborer, à bâtir un plan de prévention. En cas d'accident de travail, l'entreprise se voit dans l'obligation d'assurer les coûts directs et ce, à travers des cotisations sociales. Nous, à la Caisse de sécurité sociale, il nous revient de prendre ces accidents en charge. La loi a mis effectivement à la disposition de la CNSS la possibilité d'ester au cas où elle constate que les mesures de prévention ne sont pas prises dans une entreprise. En plus de cela, il y a la possibilité de majorer les cotisations jusqu'à concurrent de 50% pour un employeur qui, de façon délibérée, choisit, on peut le dire ainsi, parce que si on lui fait des observations, on le rappelle à l'ordre et qu'il ne prend pas les dispositions pour améliorer, il peut arriver qu'on majore les cotisations de près de 50%. Il est donc crucial pour les entreprises de dégager des stratégies de prévention contre les risques professionnels bien avant le début de leurs activités, notamment identifier les risques, connaître la matière sur laquelle on travaille, les caractéristiques de la machinerie, les sources d'énergie, ensuite former et sensibiliser ouvriers et employeurs, faire des séances de simulation de gestion de crise, doter les ouvriers d'équipements individuels et déterminer un point de rassemblement afin de se prémunir contre les événements fâcheux.
Et l'actualité, c'est aussi justement le début, ce jeudi, de cette opération contrôle de la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous êtes pensionnaire de cette caisse, eh bien ça vous concerne, cette actualisation des bases de données de la caisse. Ça se fait tous les 5 ans et c'est la 3e édition cette année. Pierre Soussoupa. Pensionnés et rentiers de la Caisse nationale de sécurité sociale soumis au contrôle physique de leur identité. Une opération de mise à jour des bases de données de la Caisse nationale de sécurité sociale pour parer à toute éventualité de fraude. On est venu pour le contrôle, comme ça, parce que ça va que je suis en vie, que quelqu'un ne prend pas mon salaire à ma place. Oui, je suis venu pour faire le contrôle à cause qu'on voit que si j'ai la santé, que je suis en vie, à cause de ça que je suis venu pour faire le contrôle. Dans les guichets, un ordinateur et une caméra avec un appareil biométrique. L'opération de contrôle se fait en l'espace de 3 minutes. Quand le pensionnaire rentre, il se dirige vers le premier contrôleur qui est le gendarme, qui fait d'abord le contrôle de ses pièces. Il vérifie si ces pièces sont à jour, si c'est réellement la personne qui est là. Avec la pièce que la personne m'a présentée, je fais la concordance avec les données qui sont dans le fichier de la caisse. Donc si les données concordent, je procède à l'enrôlement en prenant une photo de la personne sans empreinte digitale et puis j'imprime avec l'imprimante thermique que j'ai à mon niveau. Le contrôle des agents de la Caisse nationale de sécurité sociale est à sa 3e édition. Prévue par l'arrêté portant fonctionnement de cette institution, la démarche s'inscrit dans la dynamique des changements qui s'opèrent au fil des temps, et ce, chaque 5 ans. De temps en temps, il faut que nous vérifions si ceux pour qui nous faisons les virements sont les véritables bénéficiaires. C'est indispensable, sinon nous risquons de payer des prestations indues à des personnes et la possibilité de récupérer n'est pas évidente, à tel point que nous risquons d'avoir des déséquilibres de la branche sans savoir exactement où va l'argent des pensions que nous payons. Nous avons aujourd'hui des moyens plus modernes d'opérer ces contrôles-là et l'un de ces moyens, c'est un contrôle biométrique. Aujourd'hui, nous avons développé des applications en interne au niveau de la caisse qui nous permettent de faire ces contrôles de façon biométrique. Et toute une organisation est mise en place pour atteindre tous les sites de la caisse à travers toutes les préfectures du pays. Nous allons être essentiellement basés au niveau des chefs-lieux de région où sont installées nos agences. Et nous allons travailler là du 1er au 13 juillet, c'est-à-dire sur 2 semaines essentiellement. À partir du 14-15 juillet, nous allons commencer par décaler progressivement dans les préfectures qui sont donc rattachées à ces différentes régions. L'opération va couvrir tout le mois de juillet et plus de 35 000 personnes vont se soumettre à cet exercice de contrôle physique. Pour les personnes de 3e âge et les plus invalides, une disposition particulière est prévue pour vite les satisfaire. L'accès à l'eau potable, à l'eau de boisson, plus facile davantage aux habitants d'Adakpamé à Tiégou, Kélé-Gougan. Ils disposent désormais de forages inaugurés cet après-midi même. C'est la ministre du Développement à la base qui a procédé à la remise de l'ouvrage. Le compte-rendu, Sylvain Aboudou. Ils font partie intégrante du projet programme de développement communautaire en zone urbaine. Ces forages réalisés par l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. La mise en œuvre de ces ouvrages est un besoin exprimé par les communautés bénéficiaires avec pour but ultime la facilitation de l'accès à l'eau potable en contribuant à la réalisation d'un minimum vital commun aux populations à la base. Nous manquons beaucoup d'eau. Pour faire le puits, il faut aller jusqu'à 20 mètres. Mais l'eau que vous aurez, ce serait l'eau salée. Actuellement, nous avons de l'eau à Adakpamé, à Drometi, à Adakpamé, à Pémé, à Kélé-Gougan et à Tiégou. Nous remercions le gouvernement qui a pensé à nous. Au nombre des quartiers bénéficiaires, Adakpamé, à Tiégou et Kélé-Gougan. Toutes ces communautés ici rassemblées réceptionnent la clé des ouvrages des mains du ministre du Développement à la base, Victoire Toméga Dogbe. Selon elle, c'est une action qui s'inscrit dans la politique du gouvernement pour offrir un bien-être aux populations. L'ANADEB accompagne les quartiers de Lomé, certains quartiers de Kara, de Dapon également,
dans leur processus de développement, d'autodéveloppement. Et c'est un processus qui amène les populations de ces quartiers à s'organiser, à se mobiliser dans des comités de développement de quartier, à faire leur diagnostic et à établir des priorités d'action. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, au nom du chef de l'État, de venir remettre aux populations d'Atiégou, de Kédégougan, d'Adakpame et Adjometi et Adakpame et APME des forages qui ont été financés au profit de ces populations. Un forage qui permet à ces populations d'avoir accès à de l'eau potable. Et nous sommes donc venus remettre ces forages à ces populations et les encourager à toujours poursuivre ce processus qui leur permet d'avoir des réponses de manière progressive à leurs attentes, à leurs préoccupations. Dans chaque quartier, une équipe dirigeante sera formée par les communautés de développement pour la bonne gestion des ouvrages afin d'assurer leur pérennité. Voilà de l'eau pour les populations d'Adakpame et ses environs, de la protection pour les enfants en conflit avec la loi, définir une synergie d'action. Eh bien, c'est le but de la rencontre Bureau national catholique de l'enfance au Togo, ministère de la Justice avec les autres acteurs de la chaîne de protection. Le compte rendu, Victorine Aïssa, Patrice Bocou. Les enfants, de par leur vulnérabilité, sont amenés à commettre parfois des actes répréhensibles. Ils deviennent alors des enfants en conflit avec la loi. Avec l'évolution apportée par les conventions internationales et le Code de l'enfant au Togo, un nouveau regard sur l'enfant s'impose. La problématique de la justice pour mineurs demande l'intervention de plusieurs compétences, de plusieurs disciplines et de plusieurs institutions. Donc nous avons voulu organiser cette activité pour créer une synergie d'action entre différents acteurs qui interviennent dans la chaîne de protection des enfants en conflit avec la loi. Et aussi, nous voulons amener les acteurs à analyser le système de justice pour mineurs pour voir qu'est-ce que la loi dit, qu'est-ce qui se fait dans la réalité, quel est cet écart-là et proposer, faire des amendements, faire des recommandations pour pouvoir améliorer la prise en charge des enfants en conflit avec la loi. La pertinence dévolue à cette nouvelle vision sur les questions des enfants en conflit avec la loi ne laisse pas indifférents les partenaires du Bureau national catholique des enfants BNCE Togo. Parler sur la justice appliquée aux enfants, c'est un sujet très important parce que d'un côté, on parle des corrections des fautes, mais de l'autre côté, on parle de comment construire l'avenir. Donc l'idée de cette table ronde, c'est échanger avec tous les acteurs qui participent dans ces justices juvéniles pour voir comment les aspects de réinsertion, les aspects d'éducation, les aspects de récupération de ces enfants en conflit avec la loi. Pour le directeur de l'accès au droit et à la justice, il est question de trouver des stratégies d'élaboration et des moyens d'application des tests. Cette table ronde va permettre progressivement au ministère de la Justice de pouvoir élaborer des décrets d'application de la loi portant code de l'enfant dans une plus grande précision, c'est-à-dire en respectant les réalités nationales. Donc, la justice juvénile doit prendre en compte un principe fondamental, celui de la justice restaurative, axée sur la récupération des jeunes auteurs présumés de délits plutôt que sur la justice rétributive qui n'est autre qu'une mesure répressive. À noter aussi cette étude sur la santé de la reproduction. Nous l'annoncions en titre tout à l'heure. 71 soins obstétrico-néonatales d'urgence de base en abrégé SONUB ont été concernés sur le territoire national. Une restitution en a fait aujourd'hui. Alors, le système sanitaire s'améliore-t-il dans notre pays? Question d'ordre général. Deuxième chose, y a-t-il réduction du taux de mortalité infantile et néonatale? Des questions, les réponses, Emmanuel Adjaglo, Charlotte Moutim. L'organisation panafricaine de lutte pour la santé OPAL restitue ici avec les professionnels de la santé les résultats de la mission de diagnostic et de l'état des lieux de 71 sites SONUB, soins obstétrico-néonatales d'urgence de base, retenus sur l'ensemble du territoire national. L'étude a porté sur le fonctionnement des maternités, le plateau technique, la compétence et les prestations du personnel médical et bien d'autres facteurs indispensables à la qualité des soins. Il y a un problème d'hygiène qui se pose dans toutes les structures. Il y a un problème de compétences
les quelques structures qui avaient même des équipements, on s'est rendu compte que ces équipements n'étaient pas bien entretenus. Donc, nous proposons une réorganisation des services de façon à ce que les thèmes de référence de chaque secteur et de chaque agent soient bien déterminés avec une obligation de résultat. Quand on vient en médecine et qu'on fait le choix de travailler dans un hôpital, on doit faire en sorte que le respect de la vie soit la première qualité. L'UNFPA, partenaire financier de cette mission, est beaucoup plus regardant sur les normes dans les institutions sanitaires. Le but visé par la présente évaluation est d'améliorer la santé de la femme et de l'enfant et ainsi réduire le taux de mortalité infantile et néonatale. En parlant des SONU, les normes, c'est quand la structure sanitaire peut d'abord faire l'administration d'antibiotiques. C'est quand la structure peut administrer des produits qui permettent que la femme accouche. Normalement, nous les appelons ocytocycles. C'est quand la structure peut faire de l'accouchement instrumentalisé. Ici, nous touchons l'utilisation de la ventouse pour extraire le fœtus en cas de complications. C'est aussi quand la structure a la capacité d'administrer des produits pour lutter contre les convulsions. Une fois validé, le document servira de référence pour l'équipe soignante et pour la mise en place d'une politique de services de santé de qualité, de façon à orienter rationnellement les appuis au ministère de la Santé. L'enseignement technique maintenant, comment le mettre en adéquation avec les emplois sur le marché? Eh bien, c'est la préoccupation aujourd'hui pour rendre le secteur compétitif. Pour y parvenir, quel indicateur de performance définir? Eh bien, c'est l'objet d'une rencontre mardi dernier à Lomé sur la question. Les précisions de Komou Boyodé. Le sous-secteur enseignement technique et de la formation professionnelle s'inscrit dans la logique des innovations dans le cursus de formation pour une adéquation emploi-formation. Et ceci face aux exigences du marché de l'emploi au Togo. Pour ce faire, un nouveau plan dans le système d'enseignement devra constituer de sous-bassement. Il s'agit donc d'actualiser la liste des indicateurs de performance afin de la rendre conforme aux besoins de développement du pays. La pression est devenue grande actuellement. Et donc l'offre du système de l'enseignement technique doit se réajuster au fil des ans. Vous voyez, nous devons renouveler nos équipements, voir sur le marché du travail si nos sortants arrivent à s'insérer sur le marché du travail. S'ils n'arrivent pas, alors nous allons détecter les problèmes et chercher des solutions. La démarche répond aux soucis permanents des autorités togolaises d'améliorer les conditions de vie des populations à travers la lutte contre le chômage et le sous-emploi. Ce programme du sous-secteur enseignement technique et de la formation professionnelle est prévu pour couvrir la période allant de 2014 à 2025. Direction la Bina, Tikawa, plus précisément, sur place des paysans ont reçu des semences améliorées, des producteurs peu nantis qui verront, espèrent-ils, avec ces intrants agricoles, booster leur production cette année. Nestor Mouzou dans la région pour le compte rendu. En raison de leur vulnérabilité, certains producteurs de maïs et de riz ont été sélectionnés par les services techniques du ministère de l'Agriculture pour mettre à leur disposition des semences certifiées. La distribution de ces semences a commencé dans la région de la Kara par Tikawa, une localité du canton de l'Amadissi dans la préfecture de la Bina. Pour l'ensemble de la région, 15 000 producteurs de maïs sont bénéficiaires. Quant au riz, ils sont 2 000. Cette action s'intègre dans le PPAAO Togo, programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Le projet PPAO vient en appui à la recherche des nouvelles technologies pour améliorer la productivité agricole en général et aussi améliorer l'accès aux techniques culturelles. Le PPAO, depuis plus de 3 ans, a commencé par appuyer certains groupes de paysans au niveau des CEA, c'est-à-dire les champs écoles agriculteurs, où on a mené l'expérimentation d'utilisation des semences améliorées. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une grande partie
des producteurs qui sont en train de prendre un peu l'habitude. Je peux dire aussi que PPAO travaille dans la fourniture des semences de base aux semenciers qui ont reçu d'ailleurs une formation et qui a pour mission donc de faire la multiplication localement de ces semences-là. Les bénéficiaires ont été conseillés de respecter les itinéraires techniques recommandés en vue de rentabiliser au maximum ces semences certifiées. Sur le plan national, 60 000 producteurs de maïs et 20 000 de riz seront touchés. Il est 20h25. C'est maintenant son heure. Il est là, Claude Ama. Bonsoir, mon cher Claude. Bonsoir, bonsoir. C'est avec vous les sports comme chaque jeudi et on parlera ce soir, Claude, essentiellement de votre page sport, dans votre page sport de football. Oui. Football, avec d'abord les décisions du comité de normalisation de la FTF, la Fédération Togolaise de Football. Oui, Gerson, comme annoncé la semaine dernière, les championnats nationaux des D2 démarrent le 8 et 22 août. À cet effet, le comité de normalisation de la Fédération Togolaise de Football a adressé cette semaine une circulaire aux responsables des clubs et ligues. Des précisions avec Lamine Koko Konaté. Aux recommandations de la commission de règlement des litiges et après consultation des membres de la Fédération Togolaise de Football, le comité de normalisation a fixé le démarrage des championnats nationaux de football saison 2014-2015. La première division démarre le 8 août 2015 et la D2 le 22 août. Ils seront 14 clubs à disputer la D1, les 12 clubs de la saison dernière, en plus des 2 promus, Kotoko de Lavier et Koroki Metete de Tchamba. Quant à la deuxième division, elle va réunir 22 formations réparties en 2 poules de 11. La qualification des clubs Hirondelle de Couvé, Kakadel de Défalé, champion de la D3, reste conditionnée par un avis favorable de la FIFA pour la prise en charge du surcoût financier engendré par l'intégration des 10 clubs. Autre mesure de la note circulaire du comité de normalisation, chaque club qualifié pour participer au championnat national de sa catégorie devra remplir une fiche d'engagement et la retourner au secrétariat général de la FTF au plus tard le 17 juillet 2015, accompagné d'un relevé bancaire pour le virement de la subvention allouée conjointement par la FTF et l'État togolais. Un droit d'engagement s'impose à chaque club, 50 000 pour la D1 et 30 000 pour la D2. Concernant les subventions, les clubs de D1 bénéficieront chacun de 10 millions de francs CFA et ceux de la D2 de 3 millions de francs CFA à verser en 2 tranches, la première le 17 juillet 2015 et la seconde au début de la phase retour. Conformément aux règlements généraux, la FTF organisera entre le 2 et le 26 juillet des visites d'inspection des installations sportives susceptibles d'abriter les matchs de première et de deuxième division sur toute l'étendue du territoire. Les calendriers de toutes ces rencontres seront publiés au plus tard le 20 juillet 2015 et adressés à tous les clubs et ligues. En ce qui concerne l'enregistrement des joueurs, la première période court du 6 juillet au 5 septembre 2015 et chaque équipe ne peut enregistrer que 30 joueurs au maximum, lesquels joueurs doivent disposer des certificats médicaux délivrés uniquement par les médecins agréés par la Fédération Togolaise de Football. Voilà, on aura tout appris à l'étranger, la qualification du Japon, la finale de la Coupe du Monde des dames, puis les éventuels transferts du PSG de Paris Saint-Germain. Le Japon, après sa victoire 2-1 face à l'Angleterre en demi-finale, jouera la finale du mondial féminin dimanche contre les États-Unis, tombeurs de l'Allemagne 2-0. En France, le Paris Saint-Germain prépare la nouvelle saison en visant un certain star. Voilà en condensé le sujet Multifoot. En 2011, le Japon affrontera les États-Unis en finale de la Coupe du Monde féminine de football après sa qualification la nuit dernière face à l'Angleterre à Edmonton 2-1. Scénario cruel pour les Anglaises. Comme dans l'autre demi, c'est une affaire de pénalty. Miyama ouvre le score, Williams lui répond. Et alors que l'Angleterre semble emmener les tenantes du titre en prolongation, sous pression, Bassett expédie le ballon en pleine lucarne de sa propre gardienne. Ce sont des visages qu'on associe souvent au Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines. Le club de la capitale va enfin pouvoir passer à l'action. Fini la limitation des dépenses à 60 millions d'euros. L'UEFA autorise le PSG à recruter comme bon lui semble. Seule exigence, l'équilibre des comptes à la fin de l'année.
Ces perspectives s'appellent d'abord Di Maria et Pogba. Le nom du Français résonne à nouveau dans la capitale, mais le retour de l'international dans son pays natal reste peu probable. Ajoutons que le PSG a surtout besoin de renforts sur les côtés. La piste Di Maria pourrait donc se réchauffer. Sa valeur, estimée à 50 millions d'euros, n'est plus rédhibitoire. L'Argentin plaît beaucoup à Nasser El Khelaifi, nettement moins à son entraîneur Luis Van Gaal. La principale barrière, c'est la volonté du joueur qui a déclaré vouloir s'imposer à Manchester. En cas d'échec, le PSG pourrait se tourner vers Kevin De Bruyne, élu meilleur joueur du dernier championnat allemand. L'ailier de Wolfsburg est évalué à 30 millions d'euros. Enfin, la marge de manœuvre supplémentaire dont dispose le PSG pourrait accélérer l'arrivée du gardien de Francfort, Kevin Trapp. Alors, Claude, Gerson, c'est tout. Ouais, le temps de rappeler aux téléspectateurs que les obsèques de l'ancien chef de division des sports de la télévision togolaise, Vincent Tolou, décédé le 13 juin, démarre demain avec la veillée en l'église Marie-Théotokos d'Angoya à partir de 18h30. On y sera tous. Merci beaucoup, Claude. Merci, Claude. Les lucioles bleues, ça vous dit forcément quelque chose. Eh bien, Fil Bleu, c'est son festival qui a démarré donc depuis mars dernier, a pris fin finalement mardi sur une soirée spectacle à Goethe Institute. À l'affiche, Claude, des danseurs du conservatoire de danse cérémoniale et royale d'Abomey. Regardez. Débuté en mars avec des cafés littéraires et des journées consacrées à la littérature togolaise, la 8e édition du Festival international Les Lucioles ferme ses portes avec ses surprises et ses sessions de formation, le tout couronné par un spectacle culturel à couper le souffle. Durant 90 minutes, les danseurs du conservatoire de danse cérémonielle et royale d'Abomey Calavi ont séduit par leurs prestations. Les danses qui ont été exécutées nous montrent justement cette symbiose entre nos cultures. Je crois que tous les Togolais, en fait, du moins dans la partie septentrionale du Togo, se reconnaissent dans cette figure, dans cette chorégraphie. Et c'est le lieu de féliciter les organisateurs de Fil Bleu, de féliciter également, de remercier cette troupe composée d'étudiants de l'université d'Abomey Calavi qui nous ont émerveillés. Le festival poursuit des objectifs de renforcement de la culture de proximité, de renforcement de l'apprentissage à travers la lecture et puis, comment dit-on, la promotion des arts et de la culture en général. Les jeunes filles lauréates du concours littéraire et culturel dénommé Sous le pagne le livre ont également reçu leur prix au cours de la soirée. C'est Yacouvi Brinder Esseni qui a décroché le premier prix avec une note de 18/20. J'invite tous mes autres camarades du lycée, même du collège, les jeunes de mon âge, à lire, à beaucoup lire, à gagner. Mon père sera fier de moi et ma mère aussi. Donc je suis très fière de moi. Des rencontres de jeunes et des femmes parlementaires ainsi que des conférences publiques ont meublé les 4 mois d'activité. Ceci confirme la place d'événements majeurs qu'occupe le festival Fil Bleu sur la scène togolaise et africaine. Un reportage de Sonia Médico présenté par Rachel Aokou. Et en raison, je vous rappelle donc ce communiqué, en raison des travaux d'aménagement de l'hôtel du 2 février et particulièrement de la salle qui abrite nos émetteurs, nos émissions en mode hertzienne ont été momentanément interrompues sur la ville de Lomé et ses environs depuis 18h ce jeudi 2 juillet 2015. Néanmoins, nos émissions en mode satellitaire sont toujours disponibles. Toutes nos excuses pour le désagrément. Merci surtout pour votre compréhension. Et voilà qui met fin à cette édition du soir. En rappel, sachez que l'émotion est encore à fleur de peau après le drame. Mardi, à Ouassem, on déplore 5 morts, un blessé grave. Les députés sont allés exprimer leur compassion ce jeudi sur le site.
Votre soirée sur la télévision togolaise, la météo d'abord avec Cléo Sabine Poko, les prévisions et cette grosse pluie en début de soirée sur Lomé. Il fait frais, 21h15, l'antenne femme, Dorothée Tabiou Ibrahima, comment rester jeune. C'est le sujet aujourd'hui, 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir dans la Bina, à Ouagadougou, au Burkina Faso, sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Bonne soirée.